La consommation d'énergie, elle augmente de 2 à 3% par an, on va dire ça comme ça. Et ça s'appelle une exponentielle. Et bien en fait, avec 2% de croissance par an, en quelques siècles, vous arrivez à votre fois 10 000. Au bout de 1 millénaire, eh bien, vous faites fois 400 millions. Et voilà, en faisant un calcul très très simple, eh bien, à 2% de croissance par an, c'est quand même pas grand-chose, eh bien, en 3000 ans, il nous faut l'intégralité de l'énergie de la galaxie, de la Voie lactée. On va démultiplier l'impact environnemental, et puis on va utiliser de plus en plus d'énergie. Pour moi, c'est inéluctable le fait qu'effectivement, il y aura un pic de ressources. L'ensemble des mécanismes économiques est fondé sur la croissance. Enfin, c'est ça qui est très gênant d'ailleurs de mon point de vue, c'est que on a très peu d'économistes qui réfléchissent à se dire mais comment pourrait fonctionner le système dans un monde qui ne serait pas un monde où il y a la croissance du PIB. Si le gâteau grossit plus, la question de la répartition se pose bien plus difficilement, que ce soit au sein d'une même société ou entre pays. La question de l'exemplarité des élites, qu'elles soient économiques, politiques ou autres, se pose. On ne désire rien en tant que tel, on désire ce que désirent les autres. En fait, on apprend à désirer. Et puis, évidemment, cette rivalité mimétique, eh bien, le monde de la publicité, du consumérisme, s'en est emparé. On a tendance toujours à voir ce qu'on a gagné, mais pas à voir ce qu'on a perdu. Philippe Bioux, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir sur la chaîne YouTube du média Elucide. Alors, vous êtes ingénieur, vous avez travaillé dans différents secteurs industriels et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur la question des énergies non renouvelables et des enjeux technologiques associés, parmi lesquels on peut retrouver L'âge des low-tech et Le bonheur est pour demain. Et vous venez tout juste de faire paraître aux éditions Casterman, avec Vincent Perriot, Ressources, un défi pour l'humanité, une bande dessinée dans laquelle vous résumez, vous synthétisez vos travaux. Alors, notre histoire récente se caractérise par sa croyance très forte dans l'idée du progrès. C'est ce qui a animé nos sociétés depuis plusieurs siècles, de la philosophie des Lumières jusqu'à l'idéologie transhumaniste moderne. Mais d'où nous vient cette croyance quasi aveugle dans le progrès technique ? Je crois qu'il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'il y a indéniablement eu progrès technique. Il faudrait être stupide pour nier le fait que, bah oui, effectivement, on a pu extraire des ressources énergétiques grâce à la mise au point de la pompe à feu et de la machine à vapeur couplée, et que ça a permis d'aller extraire du charbon à partir du XVIIIe siècle. En tout cas, le charbon qui n'était pas accessible parce qu'on l'extrayait déjà depuis le Moyen-Âge, en l'occurrence, mais le progrès technologique, ou disons l'innovation technologique, elle est indéniable, elle est là. Donc, quelque part, c'est la charge de la preuve. Alors, ça ne marche pas en mathématiques. En mathématiques, on dit un théorème, il n'est pas valable sous prétexte qu'il a été vérifié jusqu'à présent. Il y a une autre manière de le vérifier. Mais en tout cas, voilà, dans la vraie vie, on est souvent sur le mode de dire que, bah oui, finalement, il y a eu de progrès jusqu'à présent, donc ça va continuer. Et puis, finalement, on n'a pas eu de problème particulier de pénurie ou de quoi que ce soit. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on en ait dans le futur. La deuxième raison à ça, c'est qu'il y a effectivement une construction intellectuelle à partir du XVIIe siècle, du début du XVIIe siècle. Donc, on va dire c'est l'époque de Descartes en France, et puis quelques temps avant de Bacon et la nouvelle Atlantide, qui va théoriser le bonheur du genre humain par la technologie appliquée, par la technique appliquée. Alors, il n'emploie pas tout à fait ces mots-là, mais c'est l'idée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce début de la révolution scientifique, c'est à la fois, ça vient de progrès techniques qui sont réalisés à la fin du Moyen-Âge. Ça va aller aussi avec la découverte du Nouveau Monde. Voilà, et tout ça, ça va venir créer une effervescence et beaucoup de progrès techniques qui sont réalisés au XVIIe siècle, dans le domaine de la chimie, dans le domaine de l'optique. Et dans ce moment-là, eh bien, des penseurs, des philosophes, des moralistes vont vraiment théoriser cette idée que, eh bien, on n'est plus au temps des alchimistes, on va passer au temps des chimistes expérimentaux. On va appliquer comme ça au domaine des matériaux, au domaine de l'agriculture, au domaine de la sélection des semences, dans tous ces domaines-là. Ces connaissances qu'on va bientôt appeler scientifiques. Et Bacon, voilà, c'est vraiment un moment important parce que c'est sur le modèle de la maison de Salomon,
décrit dans la Nouvelle-Atlantide que seront fondées peu de temps après, quelques dizaines d'années après, l'Académie royale des sciences en Angleterre, ensuite sur le même modèle, la même chose, l'Académie royale en France, avec vraiment cette idée de mettre le développement de la connaissance humaine au service, finalement, du développement technique et du progrès dans tous les domaines. Donc, et on est resté, en fait, cette idée du XVIIe siècle, eh bien, elle a traversé les siècles et on est toujours dedans. C'est-à-dire que, voilà, au XVIIIe, même s'il y a beaucoup d'autres questionnements qui vont plutôt être sur le progrès humain au sens peut-être de la naissance de l'individu contre la collectivité, au sens peut-être du combat contre des obscurantismes religieux ou contre l'absolutisme. Mais voilà, il y a quand même prégnant ce sujet du développement technique qui se prépare. La révolution industrielle du début du 19e, elle est vraiment en genèse dès le 18e. Et puis le 19e va être le siècle progressiste par excellence. On va déjà y faire des promesses incroyables de résoudre la faim dans le monde grâce à la chimie. Voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait presque retrouver aujourd'hui. Et puis, évidemment, la poussée du 20e, avec notamment les guerres mondiales, vont aider à ça, quoi. Dans la bande dessinée, vous nous parlez des cornucopiens. Donc, c'est ces personnes qui sont un peu dans l'hubris de l'abondance. Qui sont-ils? Alors, les cornucopiens, alors ça vient de loin aussi, puisque c'est dès le XVIIe siècle, justement, que ce mot est utilisé. En fait, ça vient de la mythologie. C'est déjà un mot qui est utilisé dans l'Antiquité. Donc, cornu, la corne, et puis copia, c'est la richesse, quelque part. Ça a donné, par exemple, en français, un repas copieux. Voilà, donc c'est l'abondance, la richesse. Donc, la corne d'abondance, cette idée que c'est l'image de la corne qui abonde en fleurs et en fruits. Et donc, c'est cette image qui va être reprise justement par ces moralistes, par ces philosophes au XVIIe, en disant, oui, finalement, les connaissances scientifiques vont apporter l'abondance à l'être humain, donc la capacité à consommer plus. Alors évidemment, on n'est pas dans le consumérisme de masse à l'époque, mais on trouve déjà des idées de repousser l'âge de la mort. Descartes, il dit, ce qui est le plus important dans les connaissances, c'est quand même de résoudre la souffrance et la maladie. Ils n'ont pas tout à fait tort. À l'époque, c'est quand même un truc important. Ça l'est encore aujourd'hui, je pense. L'idée de mettre la machine au service de l'être humain aussi. Alors aujourd'hui, c'est devenu le robot Optimus d'Elon Musk qui nous sert des cocktails dans les bars de luxe en discutant avec nous grâce à un peu d'intelligence artificielle. Bon, mais à l'époque, il y a déjà cette idée qui vient d'ailleurs du Moyen-Âge, là aussi, et des moines qui commencent à faire de la mécanisation et qui permet finalement de gagner du temps pour avoir plus de temps pour prier, en fait. Donc, c'est pas avoir plus de temps pour consommer et aller vers la civilisation des loisirs. Donc, il n'y a pas encore ce consumérisme-là, bien sûr, mais il y a déjà cette idée-là des vieilles lunes, en fait, de l'humanité qui restent un peu toujours les mêmes. On va avoir de plus en plus à profusion, en travaillant le moins possible, tant qu'à faire, et puis en repoussant l'âge de la mort. Voilà. Donc, donc, ça, c'est des cornucopiens du passé. Alors, ça reste plutôt des philosophes, des gens qui sont intégrés dans leur siècle, dans leur monde. Donc, tout ça est accroché avec beaucoup de culture et puis de recul sur tout ça, même si on trouve des textes un peu incroyables sur... déjà à l'époque, des gens qui parlent du fait qu'on va rajeunir les cheveux gris, on n'a pas encore réussi, même, des gens qui disent qu'on va aller sur la Lune très facilement, enfin, c'est incroyable, alors qu'on n'a pas inventé le vol, quoi. Pourtant, c'est déjà quelque chose qui est projeté. Et puis, finalement, ça va se déformer avec le progrès technique du 19e et du 20e, bien sûr. Et dans les années 50, tout le monde pense, ou presque, que l'énergie va devenir gratuite, parce qu'en fait, on va domestiquer l'énergie de l'atome. Donc, avec le programme Atom for Peace d'Eisenhower, on va fantasmer finalement un monde où, dans les années 80, grâce au progrès de l'astronautique et de l'énergie gratuite, on va aller installer des bases lunaires, on va conquérir l'espace, on va repousser l'âge de la mort, on va inventer l'intelligence artificielle forte. Tout ça, c'est déjà dans les années 50. Donc voilà, on est dans ce cornucopianisme absolu. Et puis aujourd'hui, on y est encore. Finalement, chaque génération un peu remet le couvert. Alors, c'est ça qu'on se rend compte, en fait,
fait, quand on remonte le temps, c'est qu'on a un peu toujours les mêmes fantasmes et toujours les mêmes débats entre des cornucopiens qui nous disent que ça va être incroyable et qu'on va aller conquérir l'espace, et puis des gens inquiets. Voilà, alors, au 19e, il y a déjà des gens inquiets sur le fait qu'on va plus avoir assez de charbon. Et puis, dans les années 50, eh bien, il y a déjà des écolos qui disent que la conjonction de l'explosion démographique et de l'explosion de la consommation par personne, ça va mal finir tout ça. Et puis aujourd'hui, on est encore un peu dans ce débat-là, quoi. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Alors justement, face à ces cornucopiens, il y a eu des voix dissidentes, certains qui ont eu plutôt mauvaise réputation. Je pense à Malthus, aux Malthusiens, dont le nom est encore évoqué aujourd'hui comme un épouvantail. Est-ce qu'il y a de la place pour la nuance dans la critique de l'abondance ? Alors Malthus, on lui a reproché beaucoup de choses. Finalement, au départ, ce qui fait bondir Malthus, c'est le fait que deux personnes, un en France et un en Angleterre, vont écrire un truc, vont vraiment pousser le bouchon un peu loin sur le progrès technique possible. Le premier, c'est le marquis de Condorcet, qui va écrire Esquisse d'un progrès de l'esprit humain, et avec 10 périodes, où la dixième période est dans l'avenir. Et il va expliquer qu'on peut repousser de manière indéfinie l'âge de la mort à partir du moment où on saura traiter de plus en plus toutes les maladies. Et donc, il n'y a aucune raison qu'on puisse pas repousser l'âge de la mort. Bon, finalement, c'est un peu ce qui se passe effectivement aujourd'hui. Et puis, de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, il y a un monsieur qui s'appelle William Godwin, qui n'est pas très connu en France, mais qui en Angleterre vraiment est une sommité, et qui lui va franchir le pas et va dire en fait on va aller vers un peuple d'immortels, on va vaincre la mort effectivement. D'ailleurs c'est pas mal en fait un peuple d'immortels, parce que ce qui est pénible avec les enfants, c'est qu'ils font toujours un peu les mêmes erreurs. Il faut qu'ils réapprennent. Donc, du coup, il y a des gens qui font des guerres, etc. Finalement, si on était immortel, ça serait un peuple de sages. Donc, finalement, on atteindrait un peu le dernier stade, le stade ultime de l'humanité. Alors, il passe d'ailleurs sous silence la question de savoir si ces immortels vont encore faire des enfants ou pas, s'il y a assez de place pour tout le monde ou pas. En tout cas, ces écrits-là vont faire bondir effectivement un jeune révérend qui s'appelle Malthus, et qui va dire attendez, non, c'est pas possible, on peut pas devenir immortel et en plus continuer à faire des enfants. Il va y avoir un problème, et voilà, et qui va commencer à faire une sorte d'enquête. D'ailleurs, son premier petit opus, en fait, il y aura de nombreuses rééditions, et donc Malthus finalement il va poser un diagnostic qui ne va pas vraiment être tellement contesté par les économistes de l'époque, parce qu'en fait, tous les économistes à l'époque voient un peu un moment de fin de la croissance, quoi. C'est-à-dire même Ricardo, dans les années 1820, lui, il dit qu'il va y avoir une fin de la croissance à cause de la limite de l'augmentation des rendements agricoles, et que donc à un moment, on ne dégagera pas suffisamment de plus-value quelque part pour nourrir le capital et l'industrie. Marx, quelques dizaines d'années après, il verra l'érosion des taux de profit, qui fait que du coup, ça sera aussi la fin de la croissance. Donc, à l'époque, en fait, c'est pas forcément aussi fortement contesté que ça. Ce qui est peut-être plus contesté, j'en sais rien, c'est la question de qu'est-ce qu'on fait alors, quoi. C'est-à-dire quel traitement on doit faire sur la fameuse loi sur les pauvres en Angleterre, donc qui fait que est-ce qu'on nourrit des bouches qui se reproduisent sans rien faire ou pas. Enfin voilà, c'est plutôt ça qui va être contesté. Et puis surtout, évidemment, l'arrivée des progrès dans l'agriculture, en particulier de Liebig, donc qui va finalement découvrir un peu cette loi du minimum, c'est-à-dire de dire les plantes, en fait, elles ont besoin de trucs pour pousser, en particulier les nitrates, les phosphates, le potassium, et que donc, quelques autres oligo-éléments, mais que globalement, c'est le plus limité de ces trois nutriments qui fait qu'on a des rendements limités, donc qui va ouvrir la voie à l'amendement des sols, d'abord avec des engrais naturels, et puis ensuite avec des engrais artificiels. Ça va faire mentir Malthus. Et du coup, Malthus a gardé du coup cette double mauvaise réputation. Il est d'abord, comme tous les gens très critiqués, il n'est pas beaucoup lu, je pense. Pas grand monde qui a lu Essai sur la population. Double réputation de s'être trompé, d'avoir hurlé au loup, et d'avoir négligé quelque part le progrès technologique. Et puis, le deuxième problème étant d'avoir finalement
peut-être ouvert la voie, j'en sais rien, à des sujets de type eugénisme, ou, enfin voilà, à partir du moment où il faut sélectionner et pas trop se reproduire, qui a le droit de se reproduire comment, les riches, les pauvres, les cultivés, les pas cultivés, ceux qui ont du pouvoir, ceux qui n'en ont pas. Donc c'est resté comme ça. Mais en fait, dans les années 50, c'est plutôt des biologistes qui vont reposer à nouveau le débat sur le problème de la population à la sortie des années, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Donc, qui peuvent être des Paul Ehrlich, par exemple, qui va publier en 1968 The Population Bomb, enfin, la bombe P en français. Ils se réclament de Malthus, en fait. Ils se disent néo-malthusiens et sans aucune... voilà, sans qu'il y ait cet effet péjoratif qu'on lui trouverait effectivement qu'on lui trouverait aujourd'hui. Alors, vous expliquez que notre besoin en énergie augmente chaque année de 3%. Alors, comme ça, 3%, on se dit que c'est pas beaucoup, mais vous montrez que ça conduit très vite à la demi-mesure. Comment? Alors ça, en fait, c'est encore mieux que ça, c'est qu'on est parti de la vision de Jeff Bezos. Donc, bon, voilà, on peut dire quelqu'un qui est forcément un peu cornucopien. Enfin, voilà, comme tous les milliardaires, il a envie de faire plein de choses et d'aller dans l'espace. Et qui, en fait, reprend des propos quasi malthusiens, mais évidemment, on ne fait pas la même conclusion que les écolos d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors, en fait, la consommation d'énergie, elle augmente de 2 à 3% par an, on va dire ça comme ça. Donc, et ça s'appelle une exponentielle. Une exponentielle, c'est quoi? C'est une courbe qui double selon un certain pas de temps. Et bien finalement, 2 à 3% de croissance par an, c'est la même chose. C'est un doublement entre 25 et 35 ans. Donc 25 à 35 ans, bon bah oui, d'accord, du coup, ça fait x4 en 70 ans. Bon bah c'est pas OK. On a même fait mieux que ça. Je veux dire, il y a beaucoup de... Par exemple, dans l'extraction métallique, on a des taux de croissance qui peuvent être bien supérieurs à 2 ou 3%, en particulier pour ces fameux futurs métaux de la transition, comme le lithium ou le cobalt. Ça croît encore plus vite que ça. Qu'est-ce qui pose problème là-dedans? Historiquement, pas grand-chose, à part d'enfoncer quelques limites planétaires. On y reviendra peut-être, le vivant, etc. Mais, et puis le changement climatique, bien entendu, en premier lieu. Mais finalement, oui, je pense qu'on produit, on consomme des dizaines de fois l'énergie du 19e siècle sans aucun problème. Et on continue à avoir cette croissance. Simplement, c'est la projection sur le moyen terme ou le long terme qui est complètement... stupide, ou qui relève de la science-fiction. Jeff Bezos le dit lui-même, en fait, à force de faire x2, 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 alors aujourd'hui, la puissance appelée donc nécessaire, la puissance énergétique pour l'humanité, c'est grosso modo un 10 millième de la puissance qui nous arrive sous forme d'énergie solaire sur Terre. Donc, alors après, ça pose différents sujets parce qu'on ne peut pas mettre des panneaux solaires partout, il faut les fabriquer, il faut les nettoyer, les entretenir, etc., etc. Mais voilà, finalement, on a effectivement une quantité disponible théorique d'énergie renouvelable. Donc, finalement, on se dit, les quantités sont largement supérieures à nos besoins. Et bien, en fait, avec 2% de croissance par an ou 2-3% de croissance par an, en quelques siècles, vous arrivez à votre fois 10 000. Ça paraît un peu dingue. Mais en fait, si, parce que chaque siècle, c'est fois 7,3. Et donc, 7 fois 7, 49. Donc, au bout de 2 siècles, ça fait fois 50. Et puis, 50 fois 7, ça fait 350. Et puis, si vous faites le calcul, au bout de 1 millénaire, eh bien, vous faites fois 400 millions. Voilà. Fois 400 millions, imaginons qu'on consomme, que la puissance appelée énergétique de l'humanité, ça soit 400 millions de fois celle d'aujourd'hui en l'an 3024. Bon, c'est pas impossible, mais ça commence à devenir quand même très, très, très dur. Et en fait, si on projette encore plus loin, en 1500 ans, donc 500 ans après avoir atteint ce fois 400 millions, eh bien, vous atteignez en fait la puissance nécessaire, la puissance de l'étoile solaire. C'est-à-dire, c'est pas de un soleil qui arrive sur Terre, vraiment de toute l'étoile solaire. Alors, en science-fiction, c'est possible. On appelle ça une sphère de Dyson. Ça a été inventé par un physicien, théorisé par un physicien de Princeton, je crois, dans les années 60. Et donc, je continue mon exponentielle. Me voilà à avoir construit ma sphère de Dyson en 1500 ans. Bon, déjà, il va falloir s'y mettre très, très vite. Il va falloir inventer l'ascenseur spatial, parce qu'évidemment, si on fait ça qu'avec des fusées qui décollent, ça va être très, très, très compliqué. Évidemment, 35 ans, 25 ou 35 ans plus tard, il me faut 2 étoiles. Et puis, 25 ou 35 ans plus tard, il me faut 4 étoiles. Et puis, je continue comme ça. Et voilà, en faisant un calcul très, très simple, à 2% de croissance par an, c'est quand même pas grand-chose, en 3000 ans, il nous faut l'intégralité de l'énergie
de la galaxie, de la Voie lactée, voilà, qui fait à peu près 100 à 200 milliards d'étoiles. On n'est pas à un facteur 2 près, vous avez compris, parce qu'il suffit de rajouter 35 ans. Donc, que ça soit 100 milliards ou 200 milliards d'étoiles, ça ne change pas grand-chose. Donc, voilà, c'est un peu pour montrer l'absurdité de la croissance sur le long terme. Et c'est marrant parce que Jeff Bezos, dans cette vidéo, dans cette présentation qu'il fait à Washington d'un module lunaire de Blue Origin, bon, peu importe, mais il va présenter un peu ça en disant finalement, on a des limites planétaires. En quelques siècles, on se retrouverait à devoir couvrir la Terre de panneaux solaires. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez? Le rationnement? Ou vous voulez qu'on continue la croissance? Alors évidemment, tout le monde applaudit et dit « Ah non, on est plutôt pour la croissance, Jeff, vas-y, on y va ». Et il dit « Ouf, on a une bonne nouvelle, c'est qu'on peut aller dans l'espace. Et là, les ressources sont infinies. » Alors évidemment, on pense tout de suite, non pas à la sphère de Dyson, mais juste à exploiter, par exemple, les métaux dans les astéroïdes. Comme le Luxembourg a ouvert, des fonds et des possibilités pour les startups de s'installer. Donc il y a quelques fantasmes comme ça qui traînent. Mais en fait, non, les ressources ne sont pas infinies dans l'espace non plus, et la puissance de l'exponentielle balaye tout et rend complètement stupide la croissance à long terme. Et après, il reste une zone refuge pour les économistes, qui disent non, il faut continuer la croissance. Et cette zone refuge, c'est de dire qu'en fait, oui, bien sûr, on va continuer à faire de la croissance du PIB, mais on va le faire sans augmenter la croissance de l'énergie, et on va le faire sans augmenter la croissance des ressources, sans énergie parce que on va le faire de manière de plus en plus efficace, et puis de manière de plus en plus dématérialisée. Et puis les ressources, on fera de l'économie circulaire, on va faire du recyclage. Et donc il y a cette idée-là, quoi. Alors oui, pourquoi pas un peu. Aujourd'hui, c'est difficile de faire un découplage absolu, c'est-à-dire d'avoir la courbe du PIB qui monte et puis d'avoir la courbe énergétique qui descend. Alors aujourd'hui, on a plutôt un découplage relatif à l'échelle mondiale, donc le PIB monte, l'énergie monte un petit peu moins et le CO2 monte encore un petit peu moins. On espère évidemment que tout ça va descendre. Donc ça serait du découplage absolu. Mais bon, sauf que, encore une fois, si le PIB de l'an 3000 à l'échelle mondiale, c'est 400 millions de fois le PIB d'aujourd'hui, tout en consommant pas plus d'énergie et pas plus de ressources, voire moins même qu'aujourd'hui, parce qu'évidemment, on est dans un extractivisme très important. Moi, j'ai du mal. Alors bon, c'est parce que je suis juste un ingénieur de l'année 2024, donc je ne peux pas penser, évidemment, parce qu'on pourrait reprojeter les inquiétudes. Évidemment, c'est l'argument des cornucopiens. On pourrait se remettre au 19e siècle, et puis eux, la logique du microprocesseur, et puis du fait que, les ménages dépensent 15% de leurs revenus pour des télécoms, du cinéma et de 3 autres trucs qui n'existaient pas avant la fin du 19e siècle, ça leur aurait fait bizarre aussi, mais j'ai quand même du mal, j'avoue, à me dire que chaque euro ou chaque dollar, si tant est que l'euro existe encore, pas sûr, le dollar, on verra, ou le yuan, de l'an 3024 serait 1 milliard de fois moins intense en énergie ou en ressources par euro ou par dollar de valeur ajoutée qu'aujourd'hui, quoi. Ça me paraît quand même un peu de domaine de la science-fiction. Oui, d'ailleurs, vous expliquez que plus le temps passe, plus ça devient difficile, coûteux et polluant d'extraire des ressources. Pourquoi ? Alors ça, c'est vraiment un truc très important sur la notion de ressources non renouvelables. Et en particulier les métaux. Il n'y a pas que les métaux dans les ressources non renouvelables. Il y a aussi des minéraux divers et variés. Un des plus connus ou des plus exploités, c'est les phosphates, par exemple, dans l'agriculture. Donc l'idée, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire non renouvelable? Ça veut dire que c'est des choses qui vont dans les processus de concentration, les processus de formation pour les gisements métalliques ou minéraux, ne se passent pas à l'échelle humaine ou même ne se passent pas à l'échelle des civilisations humaines. C'est-à-dire que ça prend plus que quelques milliers d'années, ça prend plutôt des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions d'années pour avoir la nature vivante de la planète, vivante au sens géologique, c'est-à-dire la tectonique des plaques, qui va créer du volcanisme, qui va créer des failles le long desquelles vont remonter des eaux très chaudes sous forte pression, qui vont emmener des métaux avec eux, qui vont déposer des choses dans des filons, etc. Donc il y a tous ces processus-là géologiques, et puis les processus biologiques qui peuvent être liés à l'activité des bactéries, à l'activité des plantes, qui vont aussi concentrer des choses. Les mines de fer, par exemple, c'est quasiment exclusivement aujourd'hui l'action de bactéries il y a 2 milliards d'années qui ont oxydé les océans et fait déposer de l'oxyde de fer, et c'est ce fer qu'on exploite aujourd'hui. Donc, cette nature vivante de la planète a concentré des choses. Et ensuite, nous, petite humanité, on va venir à des endroits
où ça a été le concentré le plus possible, parce qu'on n'est pas stupide, et historiquement, quand on donnait un coup de pioche, on avait envie d'en récupérer le plus possible, et puis aujourd'hui, quand on donne un coup de pelleteuse, ou un coup de dynamite, ou un coup de camion qui ramasse tout ça, et de minerai qui va être traité, il faut aller aux endroits les plus riches. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Historiquement, on n'a jamais eu autant de réserves minières métalliques qu'aujourd'hui. Or, il y a 50-60 ans, on nous disait, oulala, on va avoir un problème de réserve. Le Club de Rome, alors même si en fait ils ne sont pas rentrés dans le détail de chacune des ressources, mais il y avait cette idée que les ressources sont épuisables, et donc à force de taper dans le stock, ça va se terminer. Et finalement, on n'a pas ce phénomène-là. On n'a au contraire jamais eu autant de réserves minières. Qu'est-ce qui explique ça? Deux phénomènes essentiellement. Le premier, c'est le progrès technologique. Le deuxième, c'est le prix. Le progrès technologique, c'est le fait que, effectivement, on a développé des manières d'exploiter des minerais de moins en moins concentrés ou de moins en moins accessibles, de plus en plus pauvres. Donc, parce que, alors c'est vrai pour l'énergie aussi, le pétrole non conventionnel, les gaz de schiste, c'est le résultat de la capacité à faire des forages horizontaux, à faire de la fracturation des roches, à envoyer de l'eau, du sable, des produits chimiques sous pression pour récupérer des trucs qu'on ne savait pas récupérer il y a 20 ans. Donc ça explique vraiment le fait qu'on n'a jamais eu autant de réserves. Et puis on pourrait ajouter la composante prix. C'est-à-dire que si on est prêt à payer plus cher, les géologues et puis les ingénieurs, les techniciens et les ouvriers de l'exploitation minière, ils disent laisse-moi le temps un peu, parce qu'il faut quand même que j'aille le temps d'explorer, le temps d'installer la mise en exploitation, de faire un grand trou, de savoir comment traiter le minerai, parce que ça dépend un peu de chaque minerai, etc. Mais il faut 10 à 20 ans pour lancer une exploitation minière, entre le moment où on va identifier une première ressource potentielle et la transformer vraiment en une exploitation minière. Quelques centaines de millions, voire milliards de dollars au milieu, mais avec le temps et l'argent, on peut faire. Et la preuve, c'est que si vous êtes prêt à payer le cuivre à 10 000 $ la tonne plutôt qu'à 5 000, il n'y a pas de problème, on trouvera beaucoup plus de cuivre. Et la preuve de ça, c'est que les métaux précieux, comme l'or ou comme le platine, sont à des concentrations qui sont peut-être 100 000 fois inférieures à celles d'une mine de fer, parce qu'on est prêt à payer l'or plus cher que le fer, quoi. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, finalement, ça, c'est un argument très, très fort. On pourrait dire même pas des cornucopiens, ça serait méchant, parce que la plupart des gens raisonnent comme ça. C'est de dire, finalement, il n'y a pas de souci, parce que finalement, le progrès technologique permet ça. Là où nous, on introduit un peu une limite, alors on n'est pas les seuls à le faire, de plus en plus de voix s'élèvent quand même sur ça, c'est que, en descendant en concentration ou en descendant en profondeur, c'est pas complètement neutre en fait. On va démultiplier l'impact environnemental. Il faut juste faire des trous plus gros, avoir plus de résidus miniers, qui ensuite, en fonction des métaux, seront eux-mêmes des déchets qui vont polluer avec des métaux lourds, certains, des nappes, des réseaux hydrologiques, etc. Et puis, on va utiliser de plus en plus d'énergie. Parce qu'évidemment, s'il faut récupérer du cuivre à 0,5% de concentration, donc ça veut dire 200 tonnes de minerais pour sortir une tonne de cuivre, alors qu'à 2% de concentration, il fallait juste 50 tonnes pour sortir la même tonne de cuivre. Et bien évidemment, remuer 200 tonnes, traiter 200 tonnes de minerais, remonter 200 tonnes, utiliser de l'eau, désaliniser de l'eau, comme on le fait dans la cordillère des Andes, par exemple. On utilise des centrales à charbon pour désaliniser l'eau en bord de mer, pour la remonter, la pomper, pour traiter le minerai en haut des mines. Tout ça, c'est pas neutre en énergie. Et donc, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que finalement, il n'y a pas forcément une limite technico-géologique, parce qu'effectivement, on peut continuer à descendre en profondeur, on peut continuer à exploiter d'autres endroits. Pour donner un ordre de grandeur, si je prends juste le premier kilomètre, on peut estimer qu'on a extrait à peu près depuis 6 000 ans, donc depuis qu'on a commencé à le faire, environ 300 millièmes de la quantité de cuivre contenue dans cette côte. Alors évidemment, on ne va pas aller extraire tout ça, parce que la concentration en cuivre dans le sous-sol ici, d'abord, on ne va pas faire tomber l'immeuble, mais surtout, elle est très très faible. Donc on va aller quand même à des endroits qui restent quand même plus concentrés qu'ailleurs. C'est-à-dire que ça va peut-être être 5 à 10 kilos de cuivre par tonne de minerai, là où la concentration moyenne de la croûte terrestre est plutôt à 50 grammes. Donc on reste quand même considérablement plus concentré, 1000 fois plus concentré. Mais même si on a récupéré qu'une toute petite partie, il n'y a qu'une toute petite partie qui est récupérable aussi, parce que sinon, on sera rattrapé par la patrouille énergétique et puis l'impact, évidemment, sur le vivant et sur la biosphère.
Mais si ça demande toujours plus d'énergie d'aller chercher ces ressources, pourquoi est-ce que ça ne fait pas exploser les prix? Ça fait pas exploser les prix parce qu'il y a aussi de la productivité. Donc, comme dans plein d'autres domaines industriels, voilà, dans des usines, aujourd'hui, si on sortait des voitures qui étaient aussi peu équipées, euh, voilà, de plein de fioritures électroniques, dont certaines fort utiles par ailleurs, mais voilà, des voitures qui sortiraient, elles auraient un coût qui est divisé par 10 peut-être par rapport à la voiture d'aujourd'hui. Enfin, on a lutté contre la déflation en enrichissant les objets industriels. Donc, il y a une très forte productivité euh, du fait qu'on utilise de moins en moins d'humains, par exemple. Ce qui est cher souvent, c'est pas juste l'énergie qu'on consomme c'est aussi les salaires, c'est aussi l'amortissement des équipements. Et voilà, donc aujourd'hui, on a des camions qui sont plus gros, on a des processus plus efficaces de traitement du minerai, le taux de récupération du métal dans les minerais est plus grand, donc pour les mêmes intensités de broyage, on va broyer plus fin, on va récupérer plus de métal. Voilà, donc c'est un peu l'ensemble des conséquences qui fait ça. Puis surtout sur les métaux, en fait, c'est encore pire que sur le pétrole. En fait, c'est très difficile de lier vraiment la question du prix avec la question de la rareté de la ressource ou de son coût de sortie de la mine. En fait, il y a une couche spéculative, voilà, avec des traders de partout qui voilà, fantasment sur le fait que, je sais pas, le taux de mariage en Inde est en train de baisser un peu, donc il faut vendre de l'or plutôt que d'en acheter. Et puis, idem sur à peu près l'ensemble des matières premières, avec une partie en plus des ressources qui passent pas par la bourse de Londres et voilà, qui n'ont pas des cotations mondiales, qui sont des échanges directs, de plus en plus sans doute avec d'ailleurs les achats de minerais par la Chine en Afrique. Voilà, c'est pas des contrats très transparents sur les prix. Et puis en plus, il y a aussi le fait qu'on utilise de plus en plus de métaux différents. Il y a une soixantaine de métaux à peu près qu'on utilise, dont certains, alors ça peut être quelques dizaines ou centaines de tonnes produites à l'année, puis d'autres, c'est des millions de tonnes. Mais souvent, tous les petits métaux, et en particulier ceux qu'on trouve dans l'électronique, en fait, sont des éléments traces, sont des impuretés de mines de grands métaux. Voilà. Il n'y a pas de mine d'indium, ce sont des mines de plomb-zinc, il n'y a pas de mine de molybdène ou de sélénium, ce sont des sous-produits de mines de cuivre. Et donc, ces métaux, ils ont aussi une valeur économique. Donc finalement, aujourd'hui, je peux avoir une mine de cuivre qui produit aussi un peu d'or, qui produit aussi un peu d'argent, qui produit aussi un peu de molybdène, un peu deux, trois autres trucs, et qui contribue à l'économie de la mine. Donc tout ça, ça fait que voilà, c'est très difficile de faire le lien précis entre une concentration en baisse et un prix en hausse. Je pense qu'il y a tout un tas de personnes un petit peu désabusées qui se disent bon, ça fait des décennies qu'on nous explique qu'on va atteindre le pic du pétrole et qui voient que finalement, il n'y a rien de très catastrophique qui se passe, rien ne change. Est-ce qu'on va quand même l'atteindre, ce pic énergétique? Qu'est-ce qui va se passer? Alors rien ne se passe, rien ne change, vu de nos yeux d'occidentaux, ou finalement, enfin d'occidentaux de certains pays qui sont plus tellement des pays miniers ou pétroliers ou gaziers ou charbonniers. Mais en fait, quand on regarde à l'échelle mondiale, la poussée extractiviste, elle est très très importante, elle est gigantesque. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser aux métaux, j'avais des chiffres qui dataient il y a 25 ans sur l'extraction de nickel, par exemple, qui est voilà, un métal très, très classique de l'industrialisation. Hein. Le nickel, ça sert à faire d'abord, avant d'être utilisé en sulfate de nickel dans les batteries, ce qui fait un peu monter maintenant les besoins, mais c'est avant tout un métal qui sert à faire des laiteries, donc l'industrialisation de l'agriculture, des usines chimiques, etc., ou des métaux inox, donc vraiment liés à l'urbanisation du monde. Bon, ça a été multiplié par 3 en 25 ans, la production. Aujourd'hui, vous allez en Indonésie, c'est la production mondiale de l'époque, c'est la production de l'Indonésie aujourd'hui. Bon, c'est pas joli à voir quand même, et voilà, il se passe quand même des choses. Donc, dans le domaine énergétique, pour moi, c'est la même chose. Il y a quand même aujourd'hui voilà, des projets, alors qui ne sont pas visibles parce qu'ils sont en Sibérie, parce qu'ils sont en Arctique, parce qu'ils sont encore aux États-Unis, beaucoup, qui a eu un très fort revival pétrolier et gazier grâce à la fracturation hydraulique. Voilà, donc il y a quand même
l'impact sur le vivant qui est réel, quoi. Voilà, donc on ne le voit pas trop parce que voilà, c'est peut-être pas l'expérience qu'on en a ici, et puis notre impact à nous sur le vivant, il est peut-être lié d'abord à des pratiques agricoles contraintes et à l'artificialisation, à l'urbanisation. Mais voilà, il y a quand même beaucoup d'endroits aujourd'hui où ça cogne assez fort. Donc le fait de réussir à repousser le pic effectivement de pétrole. Alors après, il y a des discussions sur le pic conventionnel, le pic non conventionnel. Est-ce qu'il faut mettre le Venezuela, les États-Unis et le Canada dedans ou pas? Mais voilà, pour moi, voilà, à partir du moment où on tape dans une ressource finie, c'est hélas mécanique, ou j'allais dire mathématique, enfin physique. Il y a forcément un moment, ça ne peut pas ni monter sous forme exponentielle jusqu'au ciel, ni même monter de manière linéaire avec une droite comme ça. Il y a forcément un moment où ça doit redescendre, quoi. Je ne vois pas comment ça peut être autrement. Alors après, on peut se poser la question de quelle est la taille du tas dans lequel on pioche, qui peut être plus ou moins important. Et puis surtout, encore une fois, on rejoint l'articulation entre ressources et énergie. C'est-à-dire que cette exploitation énergétique, elle se fait avec l'utilisation de ressources. À la limite, même l'exploitation des gaz de schiste, des pétroles non conventionnels, elle se fait avec des besoins métalliques supérieurs, parce qu'il faut faire plus de puits. Après, les métaux, ils vont rester. On a chemisé les puits avec des métaux. On ne les récupère pas après coup. Donc, il y a des usages perdus, quelque part, de ressources aussi. Et puis, les ressources, elles réclament aussi plus d'énergie. Et donc, je pense que ce lien entre les deux, je saurais pas dire et je ne veux pas projeter. Et puis, effectivement, les écologistes ont longtemps hurlé au loup, donc il ne faut pas se faire reprendre. Donc, je reste peut-être un tout petit peu plus prudent, mais pour moi, c'est inéluctable le fait qu'effectivement, il y aura un pic de ressources. Est-ce que les évolutions techniques ne permettent pas de consommer moins d'énergie? On pourrait se dire, par exemple, avec la dématérialisation, qu'afficher un PDF sur son téléphone, ça consomme moins qu'imprimer sur un document avec de l'encre. Est-ce que ça n'aide pas, ça? Si, on revient à la question effectivement de la dématérialisation dont on parlait tout à l'heure avec les économistes. C'est cette idée d'efficacité, d'efficience, enfin on peut l'appeler un peu comme on veut, de dire que nos produits et nos services, d'une manière générale, il y a peut-être des exceptions, mais consomment de moins en moins d'énergie et de ressources pour un même service rendu, quoi. Sauf que, hélas, on n'arrive pas à capturer au niveau, disons, sociétal, ces gains d'efficacité. On n'arrive pas à les transformer en une baisse de la facture effective énergétique ou de la facture en ressources. On continue à augmenter malgré les gains d'efficacité. D'ailleurs, Jeff Bezos le dit aussi très bien dans sa vidéo. Et ça, c'est quoi? C'est l'effet rebond. Donc, ça a été mis en exergue, on va dire, pour la première fois dans les années 1860 au Royaume-Uni. Donc, c'est un livre bien connu, utilisé par pas mal d'écolos, donc The Coal Question, la question du charbon, qui n'a pas été traduit, je crois, de William Stanley Jevons. Dans ces années-là, donc il y a déjà des alertes. Il y en a eu pendant tout le 19e siècle, d'ailleurs, sur est-ce qu'il y aura assez de charbon pour nourrir l'industrie anglaise du futur, compte tenu des taux de croissance, justement, qui sont visibles. Il y a cette étude qui est faite avec des machines à vapeur qui consomment de moins en moins de charbon, effectivement. Et donc, la plupart des gens ont conclu que grâce au progrès, on va baisser la quantité de charbon consommée. Et en fait, Jevons va dire, non, c'est exactement le contraire qui se passe, en fait. Parce que, du coup, ça devient moins cher. Ce travail mécanique fourni par la machine devient moins cher, puisque ça consomme moins de charbon. Donc, du coup, il y aura de plus en plus de cas d'application possibles dans les manufactures, dans les fabriques, d'installer des nouvelles machines à vapeur. Chaque machine, indéniablement, consommera moins, mais il y aura beaucoup plus de machines. Donc, globalement, la facture augmente, et c'est effectivement ce qu'on constate. Et c'est toute la trajectoire technologique de l'humanité, en fait. C'est de se rendre compte qu'effectivement, oui, dans l'aérien, il n'y a pas de problème. Par passager kilomètre parcouru, ça consomme bien moins de kérosène qu'il y a 20 ans, ou qu'il y a 40, ou qu'il y a 50. Sauf que du coup, oui, ça a permis aussi l'essor de l'aviation low cost. Dans le numérique, c'est l'endroit le plus incroyable, où les gains, évidemment, d'efficience sont juste phénoménaux. Ils sont évidemment immédiatement transcrits en des gains économiques. Rappelons-nous, je ne sais pas ce que coûtait un ordinateur, ou un téléphone, ou un disque dur, ou une capacité de mémoire sur un disque dur. Aujourd'hui, ça s'est écroulé. Mais en face de ça, du coup, le format des photos, le format des vidéos évolue aussi. Et la quantité de données qu'on produit, qu'on transporte, qu'on stocke, qu'on exploite, elle explose. Et donc,
à la fin, l'ensemble du système digital, malgré les gains phénoménaux techniques, continue à consommer de plus en plus. Et puis alors là, avec l'intelligence artificielle et la quantité de data centers hyperscale, donc c'est quand même des petites bébêtes à plusieurs centaines de mégawatts, voire même on voit arriver des projets gigawatts, donc c'est l'équivalent de la puissance d'un réacteur nucléaire, hein, pour se donner un ordre de grandeur. Et donc voilà, c'est malgré une efficacité de dingue. Donc ce que nous disent les partisans de l'intelligence artificielle, enfin voilà, de la non-limite sur l'intelligence artificielle, il y a deux trucs. Il y a de dire, vous inquiétez pas, les puces vont faire des progrès, les nouveaux GPU, ça va consommer beaucoup moins. Oui, d'accord, mais comme d'habitude, effet rebond. Et puis il y en a d'autres comme Sam Altman, qui pas dans les, pourtant pas, voilà, on aurait pu attendre plus de sérieux. Lui, il dit, c'est pas grave, on va inventer de la fusion nucléaire, quoi. Enfin, en gros, la fusion nucléaire est nécessaire pour nourrir l'intelligence artificielle. Alors le problème, c'est que toute notre économie mondiale s'est fondée sur le modèle de la croissance. En sortir, ce serait remettre en question l'ordre existant. Est-ce que vous pensez que les États vont réussir à faire passer la viabilité du système à long terme avant leur concurrence économique sauvage actuelle ? Moi, je pense que déjà, la notion de croissance, elle a déjà été un petit peu frelatée parce que d'abord, on compte la croissance en valeur absolue du PIB d'un pays. Si on commençait par diviser par le nombre de personnes et qu'on était sur le PIB par personne, ça serait déjà moins joyeux que le PIB tout court. Ensuite, on corrige de l'inflation, mais je ne suis pas sûr qu'on corrige vraiment très très bien parce que il y a des règles qui sont appliquées un petit peu au forceps. Donc, ensuite, une fois qu'on a dit ça, malgré cette espèce de théâtre d'ombre, effectivement, aujourd'hui, l'ensemble des mécanismes économiques est fondé sur la croissance. Parce qu'il y a des ratios de dette publique, il y a les entreprises qui s'endettent, donc qui doivent servir aussi les obligations, etc., qu'elles contractent. Donc, aujourd'hui, on n'a pas effectivement de système. On voit bien que, c'est ça qui est très gênant d'ailleurs de mon point de vue, c'est que on n'a aucun, très peu ou pas, en tout cas pas d'école économique, et donc très peu d'économistes qui réfléchissent à se dire mais comment pourrait fonctionner le système des retraites, de l'assurance chômage, de la sécurité sociale, ou même des investissements étatiques dans un monde qui ne serait pas un monde où il y a croissance du PIB, quoi. On n'a pas ça, on n'a pas ces recettes-là, et en plus aujourd'hui on est contraint parce que évidemment comme toutes les semaines, il faut mettre je ne sais pas combien de milliards sur la table et que quelqu'un les achète sans se faire défoncer par Moody's et 2-3 autres. Du coup, on est totalement comme les lapins pris dans la lumière des phares et personne ne sait vraiment quoi faire. Mais effectivement, de fait, je pense que pour l'instant, la question peut-être ne se pose pas, mais je pense que ça sera une question du 21e siècle, quelque part, je ne sais pas quand, sur c'est quoi ce monde de la post-croissance ou de la décroissance, selon les cas et selon évidemment l'état des pays, parce que chacun n'est pas au même niveau et au même PIB par habitant et ni au même niveau d'infrastructure, etc. Mais on voit quand même arriver des mécanismes qui commencent à devenir un peu fous. Prenons l'exemple, il y a 2 ans, j'avais coécrit un livre sur la question de la ville, de l'urbanisme, de l'artificialisation, de se dire on vide des logements d'un côté pour en construire de l'autre, sans avoir des mécanismes pour finalement dire à la population quasi constante il faut continuer à construire des trucs et on n'en a pas assez. Bon, voilà, c'est sans doute dans un futur monde en sobriété matérielle et énergétique, on va commencer par finir son assiette, arrêter le gâchis alimentaire, faire tourner les objets et pas les jeter au bout de 2 ans ou 3 ans parce qu'il y en a un nouveau plus sympa qui est sorti, et puis essayer de faire durer nos infrastructures qui font des objets de mobilité jusqu'aux maisons et aux immeubles, quoi. D'ailleurs, on en parle beaucoup de décroissance ou de croissance verte, mais est-ce qu'on pourrait envisager un système sans l'un ni l'autre, une espèce de prospérité sans croissance, avec une production qui serait tout le temps la même, par exemple ? Alors ça, ça a été. Il y a eu 2 moments de l'histoire économique où ce sujet-là a été pensé. Le premier, c'est au 19e siècle avec un dénommé John Stuart Mill, qui était un économiste, mais comme un peu tous les économistes au 19e, il était aussi un peu philosophe, moraliste, etc. Qu'on est un peu en train de redécouvrir d'ailleurs.
Voilà, il y a des textes vraiment, vraiment intéressants, précurseurs. Il était pour le droit de vote des femmes au milieu du 19e siècle. Enfin, voilà, c'était un personnage intéressant en tout cas. Et lui, effectivement, parmi tous les économistes qui avaient peur de la fin de la croissance, tout à l'heure on disait Ricardo, Marx et quelques autres, à lui, en fait, il disait non, passer à un certain niveau de richesse, eh bien, on pourrait atteindre un état stationnaire de l'économie qui n'empêcherait pas le progrès du genre humain dans les arts, la philosophie, les sciences, etc. On pourrait potentiellement contester un peu le truc, on ne sait pas, parce qu'on pourrait dire, ah oui, mais alors, est-ce que, par exemple, on est sûr qu'on continuera à avoir des progrès dans le domaine scientifique sans la croissance, effectivement, permettant d'investir dans la R&D, je ne sais pas quoi, de financer. Bon, la question pourrait éventuellement se poser. Mais imaginons que ça soit possible. C'est un rêve, je trouve, assez sympathique de dire, bah oui, il y a à partir d'un moment où, finalement, le PIB par habitant, alors, ce n'était pas encore le PIB, hein, on ne comptait pas le PIB au 19e siècle, mais cette idée de dire que passer à un certain niveau, on n'a peut-être pas besoin de plus, en tout cas que c'est pas ça ne fait pas le bonheur, voilà, que le Qatari moyen aujourd'hui n'est pas plus heureux que le Portugais moyen, parce que le bonheur, ça prend plein d'autres choses en compte que la consommation. Le deuxième moment de l'histoire économique où il y a eu ces réflexions-là, c'est les années 70, et notamment fin des années 60, début des années 70. Alors, je n'ai plus les noms de tout le monde, mais je crois qu'il y a des Edward Odum, des choses comme ça, des économistes qui commençant à prendre, ou Kenneth Boulding, par exemple, des gens qui a écrit, qui parlait de Our Spaceship Earth, donc le vaisseau spatial Terre, avec cette idée, effectivement, de limite. Pour la première fois, cette idée de limite, et de dire qu'à un moment, c'est pas possible de faire de la croissance, donc il faudrait plutôt faire il parlait plutôt de zero growth economics, voilà, c'était du zéro croissance, quoi, de l'économie stationnaire. Et puis ça a disparu, alors je ne sais pas trop ce qui s'est passé, je pense que c'est un peu la fin de l'histoire, peut-être dans les années 80, la chute de l'URSS, tout ça, bon voilà, on est passé à autre chose. Et donc finalement, aujourd'hui, on ne fait que réémerger dans un débat qui avait déjà été posé un peu dans les années 60-70, évidemment avec des conditions de la biosphère moins sympathiques, et puis quelques gros coups partis, que sont le changement climatique, que sont la pollution généralisée, un certain nombre de microplastiques, de polluants organiques persistants, etc. Donc pas sympa. Mais donc il y a eu ces moments-là. Moi, en fait, j'ai un sentiment encore plus glaçant que ça, parce qu'en fait, moi, je dis, mais non. En fait, le problème, c'est que et donc, c'est ce que disait aussi Nicolas Georgescu-Roegen, pour le coup, dans les années 60-70, donc un autre économiste. L'idée, c'est de dire qu'en fait, non, l'économie stationnaire ne suffit pas, puisqu'on extrait des ressources non renouvelables. Donc, c'est bien parce qu'on arrête de doubler le rythme d'extraction tous les 25 ans ou tous les 30 ans. Ça, c'est plutôt... oui, ça permet de gagner en visibilité, mais si c'est une ressource non renouvelable, on tape dans le stock. Donc, il y a quand même un moment où si on reste sur le même taux, voilà, ma courbe qui était comme ça tout à l'heure, elle fait plus ça, elle va monter, puis après, je me stabilise comme ça. Non, il y a un moment, elle redescend aussi, quoi. Donc, tout devient à ce moment-là un enjeu de savoir, finalement, quelle est la vitesse de dispersion des ressources et est-ce qu'on peut tenir plus ou moins longtemps avec ce système-là. Bon, voilà, ça, il faut écrire le tome 2, je ne sais pas, mais moi, j'ai le sentiment que, à la fois, on a un gâchis tellement phénoménal qu'on a des marges de manœuvre vraiment très, très importantes, alors qui peuvent passer par de la sobriété systémique, c'est-à-dire le fait de mieux mutualiser, partager les objets, les bâtiments, les infrastructures. On va prendre un exemple, la perceuse qu'on utilise 12 minutes par an, voilà, si la perceuse elle est dans la maison du bricolage en bas de la rue ou du quartier, voilà, je l'emprunte quand j'en ai besoin, et ok, tout le monde a plutôt besoin de percer le week-end, mais enfin on va quand même se débrouiller, et ça devrait aller, même si on a quelques perceuses de trop, mais on n'est pas obligé d'en avoir une chacun. Et puis, dans les bâtiments, ça peut être voilà, une école, c'est pas bien utilisé parce que c'est que la journée, c'est pas le week-end, c'est pas le soir, c'est pas pendant les vacances. Donc, on voit apparaître des trucs, des salles de classe qui se transforment en logement de tourisme l'été, voilà, sur la côte atlantique. Ça peut être, on accueille des associations. Voilà. On peut imaginer d'intensifier les usages. Et puis, la deuxième chose, c'est de faire durer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a extrait ces ressources, une bonne fois pour toutes, et qu'on sait qu'en fin de vie, ça sera plus ou moins bien recyclé,
mais que globalement, voilà, pour une partie, ça se passera mal, et en particulier pour l'électronique, parce que voilà, on a des objets qui sont trop mélangés, trop miniaturisés, contenant plein de métaux différents en toute petite quantité, et bien de se dire, ces objets très complexes, il faut qu'on les fasse durer. Donc ça ouvre la question d'entrer dans un monde où il y a beaucoup plus de maintenance, d'entretien, de réparation, de modularité, de capacité peut-être à faire du démantèlement, du remanufacturing en fin de vie. Je vais prendre juste un exemple. Aujourd'hui, vous avez une chaudière avec une carte électronique dans votre chaudière. Vous avez un problème sur la carte électronique. Il y a un truc qui ne se passe pas bien. Vous allez avoir quelqu'un qui va venir, qui va vous faire un échange standard de toute votre carte électronique, même s'il y avait un composant qui ne fonctionnait plus dessus. Et puis la carte, elle va partir en broyage et puis on n'en fera pas grand-chose. Voilà, demain, peut-être qu'on a des gens plus agiles qui vont aller détecter jusqu'aux composants. Et il y a des composants qui s'usent, d'autres qui ne s'usent pas, des composants qui s'abîment, d'autres qui ne s'abîment pas. Et on peut imaginer de faire ça demain. Alors ça, évidemment, ça ouvre plein de questions culturelles, parce que voilà, mais alors l'achat plaisir du nouveau smartphone pour Noël, oui, pas sympa. Par contre, il y a plein d'endroits où ça se passe déjà comme ça. Les tramways, les trains, ils durent 30, 40 ans, ils ne durent pas 5 ans, ou même 10 ans, ou 15 ans comme une voiture. Et puis, personne ne se roule par terre de changer son aspirateur parce qu'il n'a pas réussi à le faire réparer, quoi. Il n'y a pas que des achats plaisir non plus dans notre consumérisme et dans notre mode de consommer jeter, de produire, consommer, jeter. Donc voilà, ce seraient les deux pistes pour abaisser la quantité de ressources qu'on a besoin d'extraire et d'injecter dans le système pour, entre guillemets, tenir le plus longtemps possible. Par contre, je suis désolé d'être hyper long, mais ça m'ouvre une autre piste. C'est en fait, est-ce qu'on est capable de continuer à extraire encore une petite quantité? Parce que finalement, même si je divise par 10 mes besoins métalliques, parce que j'ai des voitures plus petites, que je les partage, qu'elles durent plus longtemps, et puis d'ailleurs, est-ce que ce sont des voitures ou ce sont des véhicules intermédiaires ou des vélos électriques ou je ne sais pas quoi, et qu'il n'y a plus que quelques véhicules pour les gens qui ne peuvent pas enfourcher un vélo, les personnes âgées, les voitures de pompiers, je ne sais pas quoi. Même si je fais ça, est-ce que finalement, on peut imaginer, compte tenu de tout ce qu'on a déjà extrait, qui étaient les ressources les plus proches de la surface, les plus faciles à extraire, les plus faciles à concentrer et à traiter, alors qu'aujourd'hui, on va aller vers des mégamines robotisées, climatisées, très productives, souterraines, eh bien, est-ce que je peux imaginer de faire non pas des mégamines, mais des mines plus petites, en extrayant qu'un dixième des volumes que j'extrais aujourd'hui, sans mettre à bas, quelque part, vraiment de manière profonde, presque le système technico-économique, quoi. Ou, pour prendre un autre exemple, si vous êtes fabricant de grues et qu'il y a besoin de beaucoup moins construire, il faudra quand même quelques grues de temps en temps parce qu'il y a des bâtiments à transformer, à réhabiliter, il y a des trucs qui tombent qu'il faut réparer, Notre-Dame brûle, etc. Eh bien, si vous n'avez pas tout un système de croissance, eh bien, quand vous êtes fournisseur d'équipements de biens intermédiaires, des grues dans le bâtiment, mais aussi, on peut imaginer, je sais pas, des grues portuaires, des camions, des tractopelles, je sais pas quoi. Eh bien, en fait, comment vous faites pour avoir finalement des volumes divisés peut-être par 10, par 50, par 100, mais tout en ayant une pertinence économique et tout en continuant à faire de la R&D, etc. Donc, en fait, personne a décrit ça, personne ne peut décrire ça. D'ailleurs, je pense que c'est d'une complexité trop folle. Et donc, voilà, ce monde de la décroissance économique désirable, personne n'a vraiment décrit, quoi. Pour le moment, la piste la plus sollicitée, c'est celle de la croissance verte. Après, la piste du « on fait rien et on voit ce qui se passe ». Est-ce que c'est envisageable de maintenir notre production actuelle avec des énergies renouvelables ? Pour l'instant, moi, j'ai du mal à le concrétiser complètement, en fait, pour deux raisons. La première, c'est que, en fait, on se focalise beaucoup sur le premier équipement. Finalement, toutes les courbes de projection, alors à 2030, 35, 50, 60, selon les scénarios de neutralité carbone, se concentrent sur la capacité technique à installer un certain parc, un mix de solaire, d'éolien, peut-être derrière d'hydrogène, de batteries, de micro-hydraulique, etc., pour faire un mix qui fonctionne en temps et en heure, en ayant les ressources, en ayant les capacités industrielles, les capacités d'installation, les capacités Donc, c'est déjà un challenge pas mal. Mais une fois qu'on a fait ça, en fait, en 2049, à la fin du scénario qui va à 2050, il faut recommencer la même chose, en fait. Parce que les éoliennes offshore que j'ai installées l'année dernière,
dans 25 ans, elles sont mortes. Alors, pour les panneaux solaires, ça peut durer un peu plus longtemps. Mais voilà, il y a des choses qu'il va falloir ensuite remplacer et il va falloir tenir le rythme sur le long terme pour tout le monde en même temps. Donc déjà, cet effort-là, y compris sur la question des ressources, la question minière, la question des capacités industrielles, même humaines, c'est pas juste faut installer, il faudra continuer à installer, démanteler, entretenir, voilà, tout ça, bon, c'est pas forcément complètement décrit et pensé, bon, ce qui est normal, hein, mais donc déjà, moi, peut-être qu'on néglige un peu l'effort en fait nécessaire, alors que déjà, rien qu'en regardant les courbes, la manière dont faut installer, il faut pas lâcher, faut déjà donner beaucoup. Et puis la deuxième raison qui me rend pour l'instant un peu sceptique, mais là, bon, après tout, on pourrait avoir des bonnes surprises industrielles. Je ne sais pas, c'est montrez-moi comment fabriquer un panneau photovoltaïque à partir d'énergie photovoltaïque et éolienne, et puis réciproquement, une éolienne à partir de panneaux solaires. Donc, et ça, pour l'instant, il se trouve qu'effectivement, la plupart des processus industriels, alors ce n'est pas tous les processus industriels, mais en tout cas ceux qui vont réclamer la transformation de matières premières, voilà, ça fonctionne encore beaucoup à des trucs très très proches des énergies fossiles, soit pour des questions d'utilisation d'énergie. Alors là, on pourrait dire on va électrifier, soit pour des raisons même de transformation chimique diverses et variées. Alors, on voit arriver des choses pas inintéressantes, hein, le fait de réduire le minerai de fer, donc enlever l'oxyde au sens chimique, réduire donc l'oxyde de fer pour le transformer en acier. On voit arriver effectivement des pilotes qui fonctionnent où on peut réduire à l'hydrogène. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres cas où il y a quand même besoin un peu au moins d'énergie fossile marginale à cause des processus purement chimiques. Aujourd'hui, fabriquer du silicium, par exemple, on part de quartz très pur. On mélange tout ça avec du coke de pétrole, du charbon, des résidus divers et variés pour... je ne sais pas si on saurait faire ça avec autre chose, avec de l'hydrogène. Donc j'ai du mal à voir un monde vraiment 100% renouvelable. Après, est-ce qu'on a besoin d'un monde 100% renouvelable ? Pas sûr. On aurait un monde avec 10% d'énergie fossile ou 5% d'énergie fossile qui nous permettent d'alimenter quelques processus industriels précis sur lesquels il pourrait y avoir d'ailleurs des logiques de capture éventuellement, pourquoi pas. Et compte tenu du fait que normalement, avec des océans pas trop bousillés, il y a quand même des puits de carbone qui peuvent récupérer des trucs. Ça donnerait déjà une courbe avec même une baisse de CO2 dans l'atmosphère qui serait possible. Donc voilà, moi, la vie est ainsi faite que voilà, il n'y a rien qui est 100% clean, propre, zéro émission, machin. Il y a toujours un peu de tout. Et je pense que ça sera forcément le cas dans quelques dizaines d'années. Bon, et qu'est-ce que vous pensez du nucléaire et plus précisément des travaux autour de la recherche autour de la fission nucléaire que certains attendent comme une énergie magique ? Alors, pas forcément. Aujourd'hui, c'est pas que c'est une énergie magique, c'est que effectivement, c'est une énergie sur laquelle il y a des perspectives de réserve qui nous amènent quand même plus loin que des décennies ou un siècle, quoi. Parce qu'effectivement, les énergies renouvelables, pour l'instant, c'est plutôt de l'ordre de quelques décennies ou de quelques siècles. Ça dépend encore une fois du taux de croissance. Sur le nucléaire, donc ce qu'on appelle de génération 4, donc plutôt des réacteurs à neutrons rapides, c'est-à-dire des réacteurs qui vont pouvoir utiliser les 99%, je simplifie les chiffres, 99,3%, je crois, d'uranium-238 qu'on n'utilise pas, qui n'est pas la partie qu'on utilise dans les réacteurs de génération 3, qui sont les EPR, ou de génération 2, qui sont les autres réacteurs encore en service. Donc, du coup, voilà, ça donne un peu d'espace de respiration aux gens qui sont les plus effectivement motivés sur le progrès technologique à venir, de dire, lançons cette génération 4, que historiquement on n'a pas tout à fait maîtrisé parce qu'on a essayé de fabriquer des trucs trop gros comme Super Phoenix, c'est pas bien ça, mais on pourrait le faire à une échelle un peu plus petite. On fait la génération 4. Avec ça, on voit venir pour 1 ou 2 siècles. Entre-temps, 1 ou 2 siècles, c'est cool. Là, c'est la fusion nucléaire qu'on invente.
Et puis du coup, youpla boum, on a fait le truc, quoi. Alors, il ne faut plus faire de la croissance quand même trop, parce que sinon, on finit avec la sphère de Dyson, mais voilà, on peut imaginer que la population, je ne sais pas, se stabilisant ou passant par un léger pic et une légère décroissance après, et puis la consommation par personne se stabilisant aussi, bon, à la fin, voilà, finalement, on pourrait tenir des siècles et des siècles, amen, avec ces énergies-là. Moi, ce qui me pose problème avec cette vision-là, il y en a plein. Il y en a, ça nous emmènerait peut-être sur une soirée complète, mais alors, pour faire un peu simple, la vitesse à laquelle on peut déployer tout ça. En fait, on voit des efforts industriels énormes, et de toute façon, le coût est déjà un peu parti, c'est pas ça qui va nous sauver pour 2050 ou 60, déjà, c'est certain. Alors, dire qu'il faut maintenir un petit peu de compétences et une filière, parce qu'on aura aussi des déchets nucléaires à gérer dans 100 ans, dans 200 ans, dans 1000 ans, c'est vrai aussi, donc il faut trouver peut-être un juste truc. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire une croissance incroyable de la production nucléaire dans le monde qui vient. 2, le nucléaire réclame un monde stable. Bon, pas sûr que ça en prenne trop le chemin pour l'instant. On voit en Ukraine, mais il y a d'autres configurations où on voit bien que il faut une société très stable, il faut une société avec des gens qui se lèvent le matin, qui vont prendre leur shift à 4 heures du mat en n'appuyant pas sur n'importe quel bouton, qui sont motivés, qui sont formés, qui ont du sang-froid, et quoi qu'il arrive, que ce soit Covid ou autre chose. Donc, bon, voilà, pour plein de raisons, je ne parle même pas forcément de guerre ou de guerre civile, mais voilà, il faut une société très stable. Donc, question. 3, il faut beaucoup de ressources. En fait, voilà, il faut aussi, il y a plein de métaux bizarres dans un circuit primaire de réacteurs, parce qu'il faut des super alliages, il faut des barres de contrôle, il faut des trucs au contraire qui laissent passer les neutrons. Enfin voilà, donc il y a toute la table de Mendeleïev qui se promène comme ailleurs, on pourrait dire, parce qu'elle se balade aussi dans l'électronique, elle se balade aussi dans l'armement, elle se balade dans l'aéronautique, mais elle se balade aussi dans le nucléaire. Et donc, finalement, quand on dit on a 4000 ans, par exemple, je ne sais pas si c'est 4000, mais c'est dans cet ordre de grandeur-là, où ça dépend combien on en fait, évidemment, mais de réserves d'uranium déjà sorties de terre, d'ailleurs, puisqu'on a appauvri l'uranium pour l'enrichir en partie, donc il y a des stocks d'uranium appauvri. Alors, quand on dit qu'on a 4000 ans de réserves, par exemple, d'uranium 238 voilà, pour opérer un parc, en fait, ça représente aussi peut-être 40 centrales qu'il va falloir reconstruire les unes après les autres, qui auront chacune une durée de 100 ans, ou peut-être 60 centrales qui auront chacune une durée de 60 ans. Bon, et là, du coup, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on aura les ressources pour ça ? C'est-à-dire qu'encore une fois, on se pose toujours la question de la première monte, de la première génération, mais est-ce qu'on est capable de tenir ensuite 4000 ans en se disant qu'en l'an 2500, on en sera j'en sais rien, à la 10e génération de centrales qu'on reconstruira? Est-ce qu'on aura assez de nickel, de cobalt pour les super alliages du circuit primaire et des réacteurs, etc. Et donc là, voilà, ça revient encore sur la question de la disponibilité en ressources, si jamais, effectivement, on a une difficulté à aller chercher ces ressources de moins en moins concentrées, de moins en moins profondes. Alors évidemment, les cornucopiens répondront à ça, si, en fait, on aura plein de réacteurs qui feront que, du coup, on aura plein de gros camions électriques et de trucs, on fera des gros trous, on ira récupérer les ressources dont on a besoin pour construire la nouvelle génération, quoi. Mais bon, encore une fois, à ce moment-là, à quel prix pour la biosphère et pour les limites planétaires autres que énergétiques, quoi. Mais en supposant qu'on arrive un jour à trouver une énergie illimitée, gratuite, est-ce que ce serait une si bonne nouvelle que ça pour l'humanité et à quoi ressemblerait notre monde? Oui, ça a été même pensé, ça me fait penser à l'économiste William Nordhaus qui, justement, dans les années 70, avait parlé de backstop technologie, donc une technologie filet de sécurité. Et il avait utilisé cette notion-là pour critiquer le rapport Meadows en disant si, en fait, la croissance infinie est possible dans un monde fini, il suffit d'avoir effectivement une source d'énergie qui soit infinie, qui puise dans des ressources infinies, qui est totalement propre. Et alors évidemment, c'est un peu tautologique, mais l'idée, c'était évidemment la mise au point de la fusion nucléaire qui devait permettre effectivement ce truc-là. Donc d'abord, je pense que voilà, même la fusion nucléaire ne serait pas une énergie illimitée. Je pense qu'en fait, on peut fantasmer, hein. Il y a des gens qui disent qu'on va mettre des miroirs dans l'espace et redescendre avec des rayons infrarouges ou autres, de l'énergie solaire spatiale sur Terre, etc. Je pense que non, c'est évidemment pas du tout souhaitable.
Parce qu'il n'y a pas que l'énergie dans la vie, encore une fois. C'est-à-dire que l'énergie qui a permis qui permet de transformer les matières, de transformer le monde, d'urbaniser, qui permet de se déplacer toujours plus vite, il faut des infrastructures. Alors, ça peut être des autoroutes, demain des hyperloops, des aéroports, je ne sais pas quoi. Ça a bien d'autres externalités que la problématique du changement climatique. Je ne néglige pas le changement climatique, évidemment, en disant ça, bien au contraire. Mais au-delà d'une énergie qui serait totalement propre, qui ne mettrait pas de CO2, on a plein d'autres manières d'impacter les conditions d'habitabilité sur Terre, ou même les conditions presque de plaisir esthétique aussi, quoi. Enfin, quand tu es au milieu d'une mégapole de 10 millions d'habitants, etc., même un peu renaturé avec quelques espaces verts, je pense que c'est pas tout à fait la même chose que d'être dans son chalet suisse. Donc je pense que non, c'est évidemment pas souhaitable et qu'on doit aller trouver d'autres ressorts d'accomplissement de l'humanité, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez de tous ces projets de colonisation de l'espace pour aller chercher des ressources? Est-ce que c'est crédible? Non, moi, j'y crois pas du tout. Donc, dans la science-fiction, la solution, c'est qu'ils inventent l'ascenseur spatial, c'est-à-dire en fait avec des câbles suffisamment solides de quelques centaines de kilomètres de long et qui, du coup, tiennent tout seuls par la magie de la gravité et de l'accélération de la rotation de la Terre. Et du coup, permettrait d'envoyer suffisamment de choses dans l'espace pour commencer à industrialiser l'espace et ensuite, effectivement, exploiter la Lune, les astéroïdes, chacun un peu son truc. Non, moi, hélas, j'y crois évidemment pas du tout. Jeff Bezos, il est vraiment dans cette logique-là, c'est quasi messianique pour lui. Lui, il dit qu'il va y avoir 1000 milliards d'habitants et qui vivront effectivement dans des grandes stations spatiales en orbite et que même c'est bien parce qu'on va pouvoir aller envoyer toutes les industries polluantes, on les mettra dans l'espace, comme ça il n'y a plus d'externalités négatives, comme on dit chez les économistes, et que sur Terre ça sera super, un paradis, je ne sais pas à quoi ressemble le paradis de Jeff Bezos, mais voilà, en tout cas moins pollué qu'aujourd'hui. Je pense que c'est complètement... ils sont givrés, quoi, en fait. Je ne sais pas comment dire ça moins méchamment, mais en fait, il y a un côté un peu enfantin, quoi. On a tous été biberonnés à Star Wars dans les années 70, et puis on en déduit que le saut dans l'hyperespace finira par être inventé. Bon, non, je ne suis pas sûr. Et donc, la débauche énergétique et de matière initiale qui serait nécessaire pour industrialiser l'espace est tellement supérieur à ce qu'il faut pour, par exemple, industrialiser et ravager un peu l'Antarctique, où il fait moins froid, où il y a de l'oxygène, et c'est quand même plus facile d'habiter l'Antarctique que d'habiter Mars, en fait, en vrai. Donc, moi, je ne crois pas du tout à cette aventure spatiale. Alors après, Bezos n'est pas là-dessus. Bezos est là-dessus, pardon. Musk n'est pas là-dessus. Musk, sur Mars, lui, il ne dit pas que c'est parce que il faut s'installer ailleurs, comme ça sera sympa. Lui, il est plutôt sur la logique, si jamais il y a un astéroïde qui tombe, comme ça, on est des deux côtés. Bon. Alors, je crois qu'il annonce une ville autonome sur Mars dans 20 ans. Je ne sais pas comment il fait ça, parce que même sur Terre, les villes ne sont pas autonomes, en fait. Une ville, en fait, sa vie, le métabolisme urbain, il est nourri de l'interaction avec des carrières, des mines, des champs, des exploitations diverses et variées, des usines qui transforment tout ça, pour à la fin faire qu'on arrive à habiter en ville, quoi. Donc, comment il va faire ça sur Mars, j'ai un peu de mal à comprendre, mais c'est un peu cette logique mélangée presque de religion de la tech, qui fait que du coup, comme ils ont réussi à rattraper un premier étage de fusée, il va tout réussir ce qu'il dit. Non, Apple s'est planté avec Titan, son projet de voiture autonome. Meta s'est planté avec son métavers. Enfin, ils réussissent pas tout ce qu'ils font, ces gens-là, c'est pas vrai. Il peut y avoir des très beaux succès entrepreneuriaux, mais c'est pas une raison pour les croire à chaque fois qu'ils racontent un truc. Et puis, mélangé avec cette espèce d'injonction un peu de la Silicon Valley à annoncer des trucs pour 18 mois, 24 mois, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans maxi, parce que il faut attirer des capitaux, en fait. Tout ça n'est pas sur fonds propres, en réalité. Donc, il y a plein de schémas, évidemment, de montage financier dans toutes ces startups qui les amènent, en fait, à avoir des annonces complètement rocambolesques auxquels on fait semblant de croire, ou une partie des investisseurs font semblant de croire, je ne sais pas comment ils font. Par exemple, toutes les startups qu'il y a aujourd'hui dans la fusion nucléaire, alors avec différents modèles, il y a il y en a qui sont par fusion inertielle, avec
Voilà, y a plein de trucs qui existent. Ou dans le nucléaire, dans le petit nucléaire, les small modular reactors, les SMR comme on dit. Voilà, toutes ces startups, elles annoncent des trucs à 2 ans, 5 ans, 10 ans. Je veux dire, jamais de la vie, quoi. C'est impossible. De toute façon, rien qu'avoir l'autorisation d'opérer, ça leur prendra plus que 10 ans. Donc c'est littéralement impossible. Comment est-ce qu'on fait semblant tous d'y croire collectivement? Je ne sais pas. Ça, c'est le miracle de la nature humaine. On pourrait se dire qu'une des solutions les plus rationnelles pour gérer nos ressources, ce serait de les allouer en fonction de nos besoins essentiels. Donc, par exemple, de les mettre beaucoup plus dans la fabrication de matériel médical que dans la création de panneaux LED de publicité. Mais est-ce que cette forme de rationnement autour des ressources, ça ne va pas aboutir à une captation par les plus riches et donc une sorte de société à deux vitesses où les pauvres, eux, se débrouilleront avec un minimum de ressources et les riches, eux, auront tout de leur côté? Bon, de toute façon, la société est déjà très inégalitaire, donc on ne part pas d'un truc non plus formidable. Alors, cela dit, c'est vrai que le numérique a permis d'accéder au plus grand nombre à un certain nombre de services, ne serait-ce que voilà, la connaissance pour le meilleur et pour le pire, voilà, qui aurait été inimaginable. Voilà, tout le monde ne pouvait pas se payer, je ne sais pas, dans les années 80, l'Encyclopédia Universalis, quoi, pour prendre un exemple un peu stupide comme ça. D'ailleurs, c'est souvent un peu ce qui permet voilà, aux défenseurs du numérique de dire oui, certes, il y a un impact environnemental. Aujourd'hui, le numérique, c'est plus en émissions de CO2 que le transport aérien. C'est à peu près 1 milliard de tonnes de CO2. Le transport aérien doit être à 700 millions de tonnes, mais ça ne concerne pas tout à fait le même nombre de personnes. L'aérien, ça concerne peut-être 6, 7, 8% de la population mondiale qui prend l'avion, alors que le numérique, ça concerne peut-être 4 milliards, j'en sais rien, voire même un peu plus. Ouais, peut-être 6 milliards de personnes qui, effectivement, ont accès aux services numériques. Donc, et puis, l'autre argument, c'est que le numérique va aider à décarboner des autres secteurs. Et là, on en revient un peu aux questions des promesses technologiques de tout à l'heure. Le monde à plusieurs vitesses, en fait, non. Oui, c'est la question de l'arrêt de la croissance, quelle qu'elle soit, que ce soit de la croissance des richesses, de la croissance de la consommation, de la croissance de l'extraction. Elle pose la question du partage, évidemment, parce que jusqu'à présent, on va dire le deal des 30 Glorieuses, de la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'était on fait de la productivité ensemble, on fait grossir le gâteau, et donc on va se partager les fruits de la croissance. Voilà, c'était comme ça qu'on disait et qu'on négociait entre patronat et syndicats. Donc à partir du moment où le gâteau grossit, la question de la répartition initiale du gâteau est moins grave. Parce que finalement, si le taux de croissance de votre part, ou la taille de la part en absolu est intéressante, grossit, voilà, tout le monde est content. On pourrait dire, je simplifie, voilà, que dans une petite partie de l'Occident, ça a été un peu peut-être l'histoire économique des années 50 à 70. 50 à 60. Si le gâteau grossit plus, la question de la répartition se pose bien plus difficilement, que ce soit au sein d'une même société ou entre pays. Voilà. Donc voilà, effectivement, si on doit à un moment extraire moins, si on doit moins transformer, moins émettre, la question de la répartition, la question de la transition juste, la question de l'exemplarité des élites, qu'elles soient économiques, politiques ou autres, se pose. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être patron d'une grande multinationale pétrolière, débarquer à des rencontres économiques de je ne sais pas quoi, expliquer à tout le monde qu'il va falloir se serrer la ceinture et reprendre votre jet privé pour rentrer parce que vos heures sont bien, bien plus précieuses que celles du commun des mortels. Voilà. Donc la question se posera. Alors après, il y a des mécanismes historiques qui existent. Effectivement, la question peut-être du discernement technologique et le fait de dire effectivement fléchons sur certains besoins plutôt que sur d'autres les priorités. Et donc ça peut être aussi, ça peut éviter des mésusages des plus riches qui, eux, pourraient se payer cette ressource plus chère, mais finalement, non, on peut aussi interdire certains usages, certains besoins, et pour garantir une disponibilité pour d'autres. Il peut y avoir des questions de rationnement. Je sais que ça fait un peu... Le mot fait un peu peur, je ne suis pas particulièrement fan, mais les mécanismes de rationnement, ils peuvent permettre d'avoir une répartition plus égalitaire, d'une certaine manière. Alors évidemment, après, il y a toujours eu on peut dévoyer, il y a du marché noir, etc. Mais l'idée du rationnement, c'est de dire, il y a une quantité finie,
pour tout le monde, on découpe et puis chacun a la même part. Hein. C'est un peu l'idée. Et d'ailleurs, je pense que les privations pendant la Seconde Guerre mondiale, elles ont probablement été possibles aussi, d'abord parce qu'il y avait une espérance de sortie de la privation, ce qui ne serait pas forcément le cas ici, donc c'est un peu différent, mais aussi parce qu'il y avait peut-être une exemplarité et que c'était censé être pour tout le monde et que même Madame Roosevelt faisait son jardin dans le jardin de la Maison Blanche pour faire pousser ses légumes en expliquant aux Américains qu'il fallait qu'ils fassent pareil. Voilà, donc oui, les inégalités, elles sont déjà là. Pour l'instant, elles ont quand même plutôt tendance, je pense, à augmenter. Elles augmentent aussi par rapport aux dégâts environnementaux. Le bruit, pollution, exposition au changement climatique, inondation, c'est toujours un peu les mêmes qui trinquent. Et puis demain, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elles ne continuent pas à augmenter avec plus de valeur captée par des mécanismes de type intelligence artificielle, justement. Alors vous préconisez le passage à un monde low-tech. On en a beaucoup parlé dans une précédente interview de vous sur Elucide. On invite les gens à aller visionner, on mettra le lien. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que ce monde low-tech va précariser l'emploi? Alors je pense notamment à tous ceux qui se disent, on a déjà subi la désindustrialisation à cause du libre-échange. Si en plus maintenant on nous explique qu'il faut fermer des industries à cause de ça, ça ne va pas le faire. C'est un petit peu comme sur le système économique. Tout à l'heure, on disait personne n'a vraiment pensé une économie de la post-croissance et comment se répartiraient justement les grands agrégats autour de la protection sociale. C'est pareil, on n'a pas trop pensé ce qui était un monde potentiel de post-croissance dans le domaine de l'emploi. Le système historique, le système actuel, c'est que on fait de la productivité. C'est-à-dire qu'on arrive à fabriquer plus, produire plus en économisant du travail humain, qui est la partie un peu chère du truc, puisque les ressources ne valent pas grand-chose, l'énergie, pas grand-chose non plus, les externalités environnementales, pas trop non plus. Donc on a confié de plus en plus aux machines, machines qu'on pilote évidemment et qu'on design, c'est pas Terminator, mais les machines font plus et il y a moins de travail humain. Mais ça se fait au prix d'une dépense environnementale supplémentaire, parce que les machines, ce sont des ressources et elles consomment de l'énergie. Dans un monde... donc, cette productivité, elle met des gens sur le carreau. C'est la destruction créatrice schumpeterienne. Donc, l'innovation fait que, du coup, il y a des choses qui deviennent... qui sont disruptées, ou je ne sais pas comment on dit maintenant, qui sont... Et donc, tout est une histoire de rythme, tout est une histoire d'accompagnement, tout est une histoire de géographisation de... Où est-ce que ça cogne et qu'il y a des trucs qui ferment et puis d'autres qui ouvrent, de formation, etc. Mais finalement, bon an, mal an, ça fait des décennies qu'on fait ça. Avec, il y a eu différentes vagues d'automatisation, d'abord dans les années 60, et puis d'informatisation, et puis de numérisation. On peut changer les noms, mais c'est un peu toujours le même mécanisme. Dans ce monde-là, il y a des destructions d'emplois. Donc, si ces destructions d'emplois, elles ne sont pas compensées par des nouveaux emplois, pour des nouveaux types de consommation ou bien des jobs qui ne servent pas à grand-chose, même si on ne peut pas se le dire comme ça, ton job ne sert pas à grand-chose, je ne sais pas quoi, mais si on regardait vraiment de manière un peu... je ne sais pas, si on se promène sur LinkedIn avec des titres de plein de gens, on se dit, oulala, dans quel monde vit-on maintenant? Bon, je plaisante un peu en disant ça, bien sûr, mais... Donc, on voit qu'il y a ces besoins-là. Mais, donc, il faudrait inventer quelque chose où peut-être il y aurait moins de gains de productivité dans le futur. Peut-être que dans certains secteurs, on devrait accepter d'être un peu moins productif, c'est-à-dire d'accepter d'avoir un peu plus de travail humain pour produire la même chose. Je pense par exemple au secteur de l'agriculture. Il ne s'agit pas de renoncer à la mécanisation de l'agriculture, il ne s'agit pas de revenir avec la serpe dans les champs de blé, mais l'idée, si on veut demain avoir plus de polyculture, si on veut avoir des parcelles plus petites, avec plus de haies, accueillant plus de biodiversité, pour permettre plus de bio avec moins de pertes, etc., eh bien, c'est pas pour rien qu'on a arraché les haies, fait le remembrement, etc. C'est parce que ça permettait d'avoir des plus gros tracteurs qui passent plus vite, plus physiquement même plus vite. Et du coup, ça faisait qu'il y a besoin de moins de personnes pour exploiter la même quantité d'hectares, quoi. Voilà. Donc ça, sans doute, il faut un peu renoncer. Donc ça, c'est des gisements d'emploi, à condition de les payer suffisamment, à condition que ça soit de qualité, qu'ils soient aussi reconnus sociétalement,
que les gens habitent à des endroits où c'est pas juste des mouroirs et qu'il y ait une vie sociale, commerciale, culturelle, etc. Donc ça veut dire des questions autour de l'aménagement du territoire pour servir ces emplois-là. Par exemple, si on parle de remettre, j'en sais rien, 1 ou 2 millions d'emplois futurs dans l'agriculture. Et puis, il y a une deuxième piste, celle-là c'est la plus connue et la plus politiquement correcte parce que tout le monde est d'accord, c'est de dire les emplois verts, voilà, c'est bien, puis les emplois locaux dans la rénovation thermique des bâtiments et je sais pas quoi. Bon, ça, oui, donc il y a quand même aussi des créations d'emplois au service de l'économie de ressources. On peut imaginer demain beaucoup plus de gens qui réparent, beaucoup plus de gens qui entretiennent, beaucoup plus de gens qui ont des compétences, voilà, pour faire durer les objets, les infrastructures qui nous entourent. Et puis, troisième piste, si finalement, malgré ça, il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde, on fait comme avait proposé Keynes il y a une centaine d'années, quoi. On partage le job, quoi. Alors aujourd'hui, on a du mal, et il y a des gens qui sont suroccupés, qui partent en burn-out, qui sont 2 heures par jour dans les transports et dans les bouchons et je ne sais pas quoi. Et puis des gens qui sont désœuvrés à côté, quoi. Donc, est-ce qu'on n'arrive pas à avoir des mécanismes demain où on arrive à mieux répartir? Alors, il y a aussi là aussi des enjeux de formation. Et là, on peut ouvrir. Alors, il y a des gens qui parlent plutôt de la piste de la semaine à 4 jours. Il y en a d'autres qui parlent d'avoir des logiques plus hybrides. Alors, c'est vrai que c'est dur de dire former un chirurgien pendant 12 ans et puis après de dire qu'il va bosser à quart-temps parce qu'il va faire autre chose. C'est peut-être un peu... Voilà, il faut aussi peut-être avoir un peu de discernement sur la manière de faire ça, mais on peut imaginer plein de jobs qui ne demandent pas 12 ans de formation et où on pourrait du coup hybrider peut-être les emplois du futur et avoir différents jobs dans la semaine. Et quand je dis job, ça peut être des jobs rémunérés à son compte ou salarié, mais aussi des logiques de transmission sociale, voilà, et puis d'activités non économiques qui seraient aussi créatrices de liens sociaux. Alors, que ce soit face à l'idéologie du marché ou à l'idéologie du progrès, il faudrait opérer une sorte de révolution philosophique pour réapprivoiser le monde dans ses limites. Mais comment on fait ça quand on a été habitué à croire que le bonheur s'obtient par la concurrence et la possession? Ouais, il faut tout mettre cul par-dessus tête, je ne sais pas. En fait, ici, il y a ce ressort profond de l'humanité, je pense qu'il y a la rivalité mimétique. Donc, effectivement, cette idée qu'en fait, on désire rien en tant que tel, on désire ce que désirent les autres. En fait, on apprend à désirer autour de, voilà, dans sa famille, à l'école, dans les strates sociales qu'on fréquente. Et puis, évidemment, cette rivalité mimétique, le monde de la publicité, du consumérisme, s'en est emparé, quoi. Voilà. Et hier, c'était les stars de cinéma, enfin encore un peu aujourd'hui, et puis aujourd'hui et demain, les influenceurs et autres. Donc, oui, c'est sûr que du coup, la machine est un peu grippée, mais elle pourrait tourner dans un autre sens aussi. C'est-à-dire que peut-être que le progrès demain, c'est la capacité à s'être débarrassé en grande partie des voitures. Alors, c'est une atteinte à la liberté, c'est pas sympa et tout, mais on retrouve des gens qui je sais pas, peuvent pique-niquer dans la rue, des enfants qui jouent et des tables de ping-pong qu'on installe à la place des voitures en stationnement. Alors je ne dis pas qu'un monde avec des tables de ping-pong va faire rêver tout le monde, hein, c'est pas ça que je veux dire. Bien entendu, il faut qu'il y ait une diversité de désirs, d'envies et de besoins. Mais il faut aller chercher, en fait, tout ce qui, dans une économie plus soutenable et réparatrice de la planète, peut-être, pourrait... Alors, là aussi, dans la réparation de la planète, il y a aussi du technosolutionnisme, hein, l'idée qu'on va pouvoir tout régler, mais il y a aussi une composante potentielle de soulager la planète de l'extractivisme et des externalités environnementales. Et là, on pourrait voir ressurgir des mécanismes du vivant. Enfin, je veux dire, dès que vous laissez un morceau, un petit bout d'océan bien choisi au bon endroit et que vous arrêtez de pêcher à cet endroit-là et de polluer, en quelques années, littéralement, les pêcheurs qui n'étaient pas contents de ne pas pouvoir pêcher au endroit se retrouvent avec beaucoup plus de poissons parce que ça se reproduit à cet endroit-là, que ça déborde. Voilà, donc il y a aussi des mécanismes de ressurgissement potentiel qui existent, qu'il faut aller chercher, qu'on pourra aller chercher, et qui peuvent être, du plus aussi, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas que du moins et une histoire de se serrer la ceinture dans une future transition juste, si on arrivait à la faire. Il y a aussi
voilà, on a tendance toujours à voir ce qu'on a gagné, mais pas à voir ce qu'on a perdu. Voilà. Or, on a aussi perdu des choses dans la manière dont on s'auto-domestique et on se retrouve tous voilà, à acheter des voitures, je ne sais pas, avec des belles publicités, avec des routes sinueuses en Écosse où il n'y a personne. Et puis, en fait, vous êtes dans votre embouteillage cul à cul. Enfin, voilà, bon, voilà, on se laisse un peu manipuler aussi, comme de grands enfants un peu bêta. Et donc, voilà, on peut aussi aller chercher des ressorts, mais effectivement, il faut sans doute qu'il y ait je sais pas, une résurrection de l'école, ce qui n'est pas gagné, de la capacité à ne pas être complètement juste utilitariste et à former les gens qui seront à la fois à travailler dans les entrepôts logistiques ou à faire du high frequency trading pour les voilà, mais qu'on ait des gens qui fassent leurs humanités, à qui on fasse découvrir la philosophie, la littérature, la poésie, voilà, et en même temps un peu de maths quand même parce qu'il faut gérer 2-3 déchets nucléaires et quelques autres trucs comme ça. Donc c'est une magie compliquée dont personne n'a vraiment la recette, mais rien ne nous empêche d'essayer, quoi. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose à interroger sur notre rapport au vide. Est-ce que cette prolifération d'objets, d'images, de sons, ça vient pas combler une sorte d'angoisse existentielle? Je pense que le vide existentiel, il est toujours là. Et c'est la question du rapport à la mort, en fait. Voilà. Donc, je vais enfoncer une porte ouverte au point de me déboîter l'épaule, mais donc il y a des moments de l'humanité où peut-être voilà, ils avaient tellement de travail pénible dans les champs ou à l'usine et ils s'endormaient harassés et ils mouraient jeunes ou plus jeunes que nous et donc ils n'avaient pas trop le temps de se poser ces questions-là peut-être, ou alors de toute façon elle était résolue assez facilement le dimanche à l'église, enfin si je prends pour la partie voilà, un peu de l'Europe occidentale. Et aujourd'hui, voilà, ce vide existentiel, il existe, c'est sûr. Donc il faut réussir à réapprivoiser sans doute cette question de notre mortalité. Et on voit bien que dans le capitalisme le plus outrancier, en fait, on vient toucher des formes vraiment euh, où c'est bien la question de la mort, en fait, qui est au centre. Hein. Je veux dire, les quarantenaires, maintenant ils sont cinquantenaires, qu'on fait fortune dans Google, Netscape et autres, voilà, ils mettent, c'est en dizaines de millions, pour ne pas dire en centaines de millions, qu'ils investissent pour voir si on peut ralentir le vieillissement du cerveau. Les plus barjots se font cryogéniser. Moi, ça m'a toujours laissé un peu pantois, ce truc, parce que je me dis, même imaginons le jour où on arriverait à les sortir de congélation et à les soigner. Enfin, mais pourquoi est-ce que ce monde-là s'embêterait à réveiller papy ou mamie qui a été cryogénisé, quoi. Bon. Donc, la tenue dans le temps du fait, la logique de contrat qui n'est jamais qu'un voilà, un truc situé dans un moment précis. Je ne vois pas très bien en quoi, un siècle plus tard, ce contrat serait valable et pourquoi des avocats s'embêteraient à dire « mais si, il faut le soigner, celui-là ». Bon. Mais donc, oui, il y a ça. On peut penser évidemment presque à l'étape ultime, qui serait, si on n'arrive pas à maintenir le corps, au moins maintenons les informations du cerveau. Donc, ça démarre avec des implants neuronaux, et puis ça finit dans la science-fiction, bien sûr, avec le téléchargement sur ordinateur, voire même le fait de tous vivre dans un grand métavers. Tout ça, ça tourne autour de la question de la mort. Donc, effectivement, plus elle se rapproche, plus c'est difficile d'en parler. On arrive à la fin de cette interview, je vous remercie. Je vais vous poser notre petite question rituelle. Qu'est-ce qui est connu de peu de monde et qui mériterait d'être connu de tous? Je vais choisir un truc sur la nature humaine. En fait, on sait que l'être humain est très adaptable, puisqu'évidemment, on s'adapte dans tous les sens à l'évolution technologique, etc. Mais ce qu'on néglige de voir très souvent, c'est qu'en fait, on est adaptable dans tous les sens. Et qu'en fait, finalement, aujourd'hui, on se pose des questions sur l'acceptabilité sociale d'une certaine transition, en disant ça va être difficile de convaincre les gens d'avoir des plus petites voitures, de moins chauffer chez eux, de moins consommer, etc. Mais en réalité, voilà, quand on regarde les grands mouvements et même ceux à quoi on s'est adapté
pour le meilleur et pour le pire. Il n'y a pas eu que du plus, il n'y a pas que les choses sympathiques. On s'est aussi adapté à un monde plus saturé, à plus d'embouteillage, à plus de bruit, à plus de polluants, à une bouffe pas forcément très sympa quand elle est transformée. Voilà. Et en fait, finalement, on peut faire le trajet dans tous les sens. Et donc, je pense qu'en allant chercher ces ressorts de l'adaptabilité humaine, qui est gigantesque, eh bien, en fait, on peut dégager des marges de manœuvre bien plus grandes qu'on ne le croit et bien plus rapides qu'on ne le croit.